Bonjour à tous, bonjour sur ce webinaire sur la démarche écoquartier. Je laisse mes coprésidents Constance de Pellichy, maire de la Ferté-Saint-Aubin, et Sylvain Robert, maire de Lens, coprésident de la commission aménagement de l'AMF, introduire ce webinaire. Merci beaucoup Nathalie. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Avec Constance, on est quelque part heureux de vous accueillir et de surtout de partager ce temps d'échange sur un côté un peu plus pratique aux côtés de Florian Berco, parce que c'est vrai que dans le contexte que l'on partage depuis quelque temps sur la difficulté de pouvoir développer des projets dans un contexte un peu mouvant, notamment lié aux ZAN et aux dernières attentes, c'est important aussi des moments de pouvoir se poser sur des sujets concrets et sur des évolutions pratiques. Et c'est l'enjeu de cet après-midi, de pouvoir donner un peu des exemples à partir de réussite et aussi de pouvoir se poser sur les évolutions qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir capter le label d'écoquartier avec justement peut-être un peu plus de maturité avec les exemples et surtout les enjeux qui sont de nouveau partagés maintenant dans nos territoires. C'est vrai que l'écoute de l'AMF, enfin, dans les différentes commissions et dans la commission qu'on coanime avec Constance, nous permet de voir en fonction des différents territoires, urbains, ruraux, territoires côtiers, territoires de montagne, territoires plus métropolitains, les contraintes ne sont pas les mêmes. Par contre, l'enjeu et l'ambition de la transition au travers de modèles de développement plus vertueux est le même. Et là, on a l'occasion cet après-midi à la fois de voir sur l'exemple lié aux écoquartiers des sujets qui sont un peu prédominants et redondants dans nos commissions, que sont notamment le recours à l'ingénierie, parce que les communes sont dans les mêmes considérations, dans cette difficulté de pouvoir accompagner les projets par rapport aux attentes, notamment de l'État dans ce domaine-là, et puis surtout d'avoir une visibilité sur les moyens de financement qui peuvent être mobilisés. Donc c'est pour ça que je vous remercie d'être aussi nombreuses et nombreux cet après-midi. Et je ne sais pas si Constance veut dire deux mots en même temps, et puis après on passe la parole à Florian pour enchaîner directement. Merci beaucoup Sylvain. Je ne sais pas si vous m'entendez tous bien, j'ai parfois des problèmes de micro. Ça a l'air d'aller. Bon, bah parfait. Je vais pas être très longue parce que tu as tout dit, mais c'est vrai qu'on tient beaucoup dans cette commission à mettre en avant aussi l'échange de bonnes pratiques, même si chaque territoire est différent. On sait que c'est en partageant nos expériences qu'on arrive à améliorer nos pratiques et à trouver des solutions lorsque on rencontre des situations parfois un peu difficiles. Les écoquartiers, c'est une démarche qui existe depuis quelques années maintenant, donc on commence à avoir du recul aussi sur les premières expériences. Et en même temps, c'est l'occasion de relever le grand défi du ZAN, de pouvoir construire mieux et de construire autrement, et de pouvoir aussi travailler différemment nos projets d'aménagement avec tout le monde de l'aménagement et en particulier de la promotion immobilière. Donc moi, je voulais simplement remercier Florian Berco, qui est donc maire de Laval et président de la Commission nationale écoquartier, qui est avec nous aujourd'hui et qui co-anime cette réunion avec nous. Et puis, remercier Jean-Baptiste Bucklen du ministère présent et qui va nous présenter l'accompagnement qui est celui de l'État dans cette démarche. Et on poursuivra avec trois témoignages de démarches écoquartiers qui ont pu voir le jour un peu partout en France. Alors, visiblement, ce sont pas des situations pas plus longues et je m'excuse pour la mauvaise qualité de mon micro. Je laisse tout de suite la parole à notre collègue de Laval, Florian Berco. Merci beaucoup. Merci à vous deux co-présidents, Sylvain et Constance. Et ravi d'être avec vous pour ce webinaire sur les écoquartiers. Alors, je vais faire une introduction, si vous me permettez, un peu politique quand même, sur pourquoi on se réunit, pourquoi on se connecte tous sur un webinaire. Vous dire que quand même le monde a bien changé. Moi, depuis 3 ans que je suis élu, j'ai vu une convention citoyenne pour le climat apparaître. J'ai vu une commission européenne bâtir un pacte vert. On a vu énormément de lois comme la zéro artificialisation nette des terres. Bref, un chamboulement institutionnel, une accélération de ces process qui est assez nouveau. Mais qui sans doute nous fait prendre conscience de ces dystopies qui deviennent des réalités. C'est vrai que on nous le dit, hein, Paris en 2050, c'est le climat de Séville, Lyon, c'est le climat d'Alger. On voit
au-delà de cet aspect futuriste, les impacts qu'il y a de notre climat sur les derniers événements. Je pense au Pas-de-Calais, on a tous été horrifiés par ce qui a été 3 inondations en un mois. Bon, ça nous questionne énormément et ça nous fait dire que l'aménagement, il ne faut pas simplement le verdir. Je crois qu'il faut une véritable bifurcation, une véritable planification qui va être douloureuse. Ici, je suis très dur. Derrière Lausanne, il faudra se poser la question de où est-ce qu'on a encore le droit de vivre dans notre pays, s'il y a du retrait de côte, s'il y a des sécheresses à répétition à certains endroits, à l'image des PPRI qu'on connaît bien, qui nous interdit de construire à certains endroits. Bon, voilà pour la partie un peu peut-être négative, mais qui fait pourquoi on a besoin de nous, et notamment les élus, c'est qu'il y a cette bifurcation, cet aménagement nouveau à repenser, des sous-sols jusqu'à l'air. Et je crois que la démarche écoquartier est une bonne démarche pour se questionner. Moi, j'ai accepté la mission en 2021 avec beaucoup d'enthousiasme et à la fois d'intérêt pour cette démarche qui est issue du Grenelle de l'environnement, qui voulait justement être quelque chose d'assez pragmatique, qui permet à nous les élus, mais aussi aux experts de la ville, de se questionner. C'est pas quelque chose de dogmatique qui tombe d'en haut et qui dit bah, l'écoquartier, ça va être ci, ça. Bien au contraire, vous verrez le territoire de Vologne, petit écoquartier, plutôt du monde rural, n'a rien à voir avec l'écoquartier de Saint-Germain-en-Laye et n'a rien à voir avec Saint-Chamond. Bon, vous verrez qu'il y a une vraie diversité, finalement, une différenciation du label écoquartier en fonction du territoire, et c'est important. C'est toute l'agilité de ce label que vous retrouverez, beaucoup de pragmatisme. Et là, on a accumulé l'expérience depuis maintenant 2009. Et je crois qu'on n'a pas chômé. Aujourd'hui, on a atteint un label qui offre un véritable droit à la ville pour tous. L'objectif pour nous, c'est de le massifier, c'est de le populariser et, et c'est de lui donner, au-delà de l'aspect label et cosmétique, c'est de lui donner un véritable boîte à outils en ingénierie et en financement. Et donc, aujourd'hui, je suis assez fier de dire que cet écoquartier, vous avez, si vous rentrez dans la démarche en tant qu'élu, et ça, c'est d'abord un choix politique des élus, vous aurez un accompagnement en ingénierie du CEREMA, de France Ville et Territoires Durables pour des ateliers aspirationnels. Vous aurez potentiellement l'ADEME, Efficacity sur la mesure d'impact de votre aménagement. Et financièrement, vous avez la Banque des Territoires qui s'est engagée à financer de l'ingénierie, à donner des prêts plus intéressants, de l'aide à l'investissement. Et vous aurez priorité sur les fonds verts ou les fonds friches. En tout cas, ça donne davantage de poids à vos dossiers parce qu'ils ils sont rentrés dans la démarche écoquartier. On l'a un petit peu simplifié, cette démarche écoquartier. Avant, on labellisait en 4 étapes. Maintenant, on labellise que les quartiers livrés et vécus. Donc au démarrage, vous rentrez dans une démarche, vous êtes plutôt en éco-projet et vous avez le label qu'une fois le quartier réalisé. Parce qu'on a eu beaucoup aussi de campagnes de presse assez négatives hein, qui disaient ah, regardez, cet éco-quartier n'est pas un éco-quartier. Bah oui, il est encore en chantier, il n'est pas livré, et puis finalement, il ne sera peut-être pas labellisé in fine, mais bon, il aura eu le mérite de pousser les curseurs socio-environnementaux. Et donc, voilà, pour s'éviter tout ça et vraiment récompenser ceux qui vont jusqu'au bout du parcours, sans décourager ceux qui démarrent, on a les éco-projets d'un côté, les éco-quartiers une fois livrés. On a une gouvernance renouvelée. On a fusionné le comité d'experts avec le comité scientifique de l'association France Ville et Territoires Durables, que j'ai le plaisir de co-présider également. Et je crois qu'il y a une vraie communauté. Donc moi, je peux, sans être trop lourd, que vous engager les élus à rentrer dans cette démarche-là qui va vous questionner, qui va vous aider véritablement, pas à verdir, mais à penser autrement. Penser les limites planétaires, ça veut dire quoi penser un aménagement en plan de coupe en disant que la richesse des sous-sols est aussi importante que qu'on va se construire au-dessus du sol. C'est des questions qu'on ne se posait pas il y a quelques années. Et je crois que la démarche écoquartier va vous inviter à aller plus loin. Et on vous dira merci, enfin vos concitoyens, si vous ne le faites pas. Je pense qu'ils vous en tiendront regard dans quelques années, mais je crois que c'est l'outil, la démarche dans lequel il faut qu'on puisse tous rentrer collectivement, qu'on devienne des ambassadeurs et que finalement l'écoquartier devienne la norme, même si déjà la réglementation nous rattrape beaucoup, mais qu'on puisse être vraiment la norme de ce que sera l'aménagement, le renouvellement urbain de demain. Et pour ça, vous avez un formidable outil, une formidable communauté, des experts qui sont prêts à vous accompagner, à sécuriser votre cheminement, qui peut faire peur au début. On est très loin je fais souvent le parallèle
de ce monde. Moi, je viens d'un territoire mi-urbain, mi-rural, du monde agricole où c'était les pionniers de la bio il y a 30 ans. On peut dire qu'on est à l'âge de la bio aujourd'hui, c'est-à-dire une bio qui se commercialise dans les grandes surfaces. Il n'y a pas besoin d'aller dans un supermarché spécialisé comme Biocop. Vous en trouvez partout. Je crois que là, la démarche Écoquartier, on est à l'aune de cette massification de ce label et qui est un outil au service de toutes et tous. Donc, je vous remercie de vous être inscrit, de vous engager dans cette démarche. On se tient à votre disposition avec toutes les équipes des écoquartiers et notamment du ministère de la Transition écologique et plus particulièrement la, la direction de l'habitat. Merci beaucoup, Florian. Je vous propose que du coup, on démarre sans attendre les différentes présentations qui sont prévues dans ce webinaire. La première, c'est celle de Jean-Baptiste Butlen et de Florence Brouy de la DHUP, qui vont nous présenter vraiment la démarche écoquartier puis l'offre d'accompagnement mise en place par le ministère. Je vous laisse la parole, Monsieur Butlen. Très bien, merci beaucoup, Madame de Pélichy. Bon, avant toute chose, vous saluer toutes et tous et un mot pour remercier notre président, Florian Berco, qui est à l'origine effectivement du rapprochement entre l'Association des maires de France et la démarche écoquartier. Il réalise un travail tout à fait considérable pour porter cette démarche et convaincre les élus de s'y engager. Et donc, un grand merci à lui. Un mot aussi de remerciement à l'Association des maires de France également, en particulier bien sûr les coprésidents, Constance de Pellichy et Sylvain Robert, et puis notre alliée et interlocutrice de tous les jours, Nathalie Fourneau, qui permet effectivement de faire connaître ces démarches écoquartiers et cette nouvelle offre d'accompagnement. Pour ma part, je me réjouis de pouvoir vous présenter cette démarche qui est effectivement portée par l'État et qui vise à vous accompagner pour réaliser des projets d'aménagement durable. Que vous soyez maire d'une grande ville ou d'un village en milieu rural, cette démarche est vraiment faite pour vous et a été conçue pour vous apporter des moyens concrets visant à favoriser la transition écologique dans vos territoires. Alors, un bref rappel historique tout d'abord, sans être trop long, pour vous rappeler que cette démarche écoquartier a une histoire, hein. Elle a été lancée, comme l'a rappelé Florian Berco, en 2009, à l'occasion du Grenelle de l'environnement, pour accompagner les porteurs de projets d'aménagement dans la conception et la réalisation de leur aménagement. Elle vise à répondre aux enjeux des villes et des territoires durables autour de 4 piliers qui ont d'ailleurs émergé à l'occasion d'un travail d'idéation dans l'association France Ville et Territoires Durables que co-préside Florian Berco. Donc, ce sont 4 piliers qui sont partagés avec les collectivités notamment, que sont la sobriété, la résilience notamment face au changement climatique, l'inclusion notamment sociale et la création de valeur, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc, l'idée était vraiment d'embrasser ces 4 enjeux dans le développement des projets d'aménagement durable. Et des projets accompagnés depuis 2009 sont en réalité de tout type, hein, et dans tous les contextes territoriaux. Ils contribuent notoirement au recyclage urbain, que 70% des éco-projets et des éco-quartiers sont en renouvellement urbain, dont 30% sont sur des friches, et ils contribuent massivement à répondre à la demande de logement pour tous et pour toutes, puisqu'on voit effectivement qu'ils produisent près de 300 000 logements tous réunis, en donnant les clés pour produire un habitat de qualité et abordable. Alors, ce sur quoi je voulais aussi insister, mais Florian Berco l'a très bien dit, sans doute mieux que moi, c'est que la démarche écoquartier ne repose pas du tout sur une norme. Elle est très complémentaire finalement évidemment de la réglementation, elle est complémentaire des dispositifs de normalisation et de certification, mais la démarche écoquartier, c'est avant tout une démarche de progrès, une démarche de garantie de qualité pour finalement vous donner les clés à partir d'un socle d'exigences fondamentales en faveur de l'aménagement durable. Donc, chaque année, le ministère organise une campagne de labellisation. On en est à la 12e campagne. À cet égard, je vous précise que les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu'au 29 mai. Vous avez encore le temps et on vous encourage effectivement à le faire. Donc, ce socle d'exigence dont je parlais, il repose sur un guide de l'aménagement durable, une sorte de référentiel en quelque sorte, qui est une grille d'analyse et de questionnement des projets pour éclairer les choix des décideurs et singulièrement des élus.
pour finalement trouver des solutions contextualisées aux objectifs de transition écologique dans leur territoire. Donc il y a 4 dimensions, engagement et surtout beaucoup de fiches qui vous donnent en fait des clés pour vous poser les bonnes questions et ensuite décider de manière éclairée sur la façon dont conduire votre projet d'aménagement. Ce guide de l'aménagement durable, sous l'impulsion de Florian Berco, il a été profondément mis à jour pour y intégrer les récentes réformes qui ont été conduites par les gouvernements successifs récents, notamment le zéro artificialisation nette des sols, les adaptations de la loi SRU pour la production de logements sociaux, mais aussi la performance énergétique des bâtiments ou la mobilité, en particulier la mobilité décarbonée. Donc l'ensemble effectivement de ces dispositifs qui peuvent paraître un peu obscurs ont été clairement vulgarisés et surtout des clés de mise en œuvre pratico-pratique ont été détaillées dans ce guide de l'aménagement durable qui est mis en ligne de façon complètement gratuite et dématérialisée. Donc c'est un outil dont vous pouvez d'ores et déjà vous saisir. Euh, Par ailleurs, comme Florian l'a très bien dit, la démarche écoquartier a aussi été notoirement simplifiée pour répondre effectivement au retour d'expérience qu'on avait eu du terrain et en particulier des élus pionniers dans la démarche. Donc désormais, il y a bien 3 phases dans la démarche écoquartier. Une phase liminaire qui est une phase d'éco-projet. Lorsqu'un projet s'engage dans la démarche, finalement, il devient éco-projet, ce qui lui donne accès à un certain nombre d'outils, de formations, une mise en réseau dans un club écoquartier, un accompagnement premium par des référents territoriaux dans les services déconcentrés, et il peut avoir des revues d'éco-projets pour effectivement se tester par rapport au référentiel des écoquartiers et au guide de l'aménagement durable, ce qui se fait d'ailleurs très souvent en même temps que des formes de préinstruction des dossiers réglementaires, autorisation de loi sur l'eau ou ICPE par exemple. Donc ça, c'est une phase effectivement d'accompagnement pour faire mûrir un projet vers un projet vraiment d'aménagement durable. Ensuite, il y a des phases de labellisation. D'abord, labellisation du quartier livré et 2 ou 3 ans après du quartier vécu, avec l'objectif effectivement de reconnaître ceux des quartiers qui sont particulièrement démonstrateurs par rapport aux standards de la ville durable. Et pour cela, ont été déployés des indicateurs désormais nationaux de performance environnementale qui sont qualitatifs ou quantitatifs, mais toujours contextualisés. C'est-à-dire que, évidemment, la promotion de la nature en ville, on ne la prend pas du tout de la même façon selon qu'on est dans un territoire dense ou dans un territoire détendu. C'est un exemple comme un autre. Voilà. Et surtout, et enfin, hein, comme ça a été rappelé par Florian, l'un des grands axes de la démarche renouvelée, c'est le déploiement d'une offre complète d'accompagnement pour les écoprojets. Parce que c'est évidemment important de pouvoir reconnaître les pépites sur nos territoires dans une logique de labellisation, mais c'est surtout important de pouvoir accompagner l'émergence de nouveaux projets, de sorte que finalement, l'aménagement durable devienne finalement un standard généralisé sur l'ensemble du territoire pour les communes, qu'elles soient de zones tendues ou de zones détendues. Et donc, nous avons souhaité, sous l'impulsion de Florian, renforcer l'offre d'accompagnement en ingénierie et l'offre d'accompagnement en aide économique pour aider les collectivités, en particulier celles effectivement qui sont les plus fragiles. Alors, les collègues y reviendront dans les suites des présentations, donc je ne serai pas très long, mais on peut citer en particulier les aides à l'ingénierie offertes par le CEREMA, qui chaque année accompagne un peu de façon premium sur 3 ans, sur du sur-mesure, une quinzaine de projets sur de nombreux thèmes, participation citoyenne, évaluation, engagement du référentiel, expertise à blanc, etc., etc. Il y a également l'association France Ville et Territoires Durables qui propose des ateliers d'inspiration sur vos territoires pour faire émerger des projets de territoire. C'est également une offre qui peut être proposée par le ministère à travers un dispositif qui s'appelle les ateliers des territoires, qui fait intervenir des groupements pluridisciplinaires externes de concepteurs, avec une offre du coup, qui est intégralement payée par le ministère pour vous accompagner à faire émerger des projets de territoire. Et puis, il y a d'autres dispositifs d'ingénierie, comme des dispositifs d'aide à l'évaluation de l'empreinte carbone d'un projet, qui a été développé par l'ADEME, le CSTB et l'Institut Efficacity, avec une méthode quartier énergie carbone. Enfin, il y a des dispositifs évidemment financiers. On peut citer en particulier des recours facilités au dispositif du fonds vert, notamment pour le recyclage des friches,
ou pour l'adaptation à l'érosion côtière, ou enfin pour la renaturation des villes et des villages. Il y a aussi une offre qui a été déployée par la Banque des Territoires, Céline Lins y reviendra tout à l'heure, notamment avec des cofinancements d'ingénierie locale pour aider à l'émergence de projets. Voilà finalement pour l'ensemble de la boîte à outils qui a été développée ces derniers mois pour aider à l'émergence des éco-projets et des éco-quartiers. Voilà, je ne serai pas tellement plus long parce que je pense que ce qui est important maintenant, c'est de laisser du temps pour le témoignage des acteurs et des élus pionniers dans la démarche. Et il me reste vraiment à vous remercier toutes et tous, et en particulier l'AMF, pour cette opportunité de vous présenter cette démarche renouvelée. Merci beaucoup, Monsieur Butlen. J'espère que vous m'entendez à peu près correctement. Je ne sais pas si parmi vous, juste avant qu'on passe aux différents témoignages, je ne sais pas si Florian Berco, tu souhaites rebondir ou si les uns les autres, vous aviez des questions très pratiques par rapport à la présentation de l'État, juste avant de passer aux parties témoignages qui nous permettront d'illustrer très, très clairement ce qui vient d'être dit. Et bien entendu, le diaporama est disponible. Il y a une question qui demande notamment qui Oui. propose des formations gratuites. Oui, Florian? Oui, pour la première question sur la taille minimale de l'écoquartier, effectivement, il n'y a pas de taille minimale en tant que telle, mais il faut qu'il y ait un esprit quartier. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas labelliser qu'une opération de logement ou qu'un immeuble ou qu'un bâtiment. Ça, c'est, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le bâti interagit avec la nature, avec la désimperméabilisation, avec les réseaux d'eau, avec peut-être les autres activités publiques ou privées qui sont autour. Donc, il faut quand même il y ait et il y ait d'autres activités, il y a une mixité de public, d'usage, de l'aire géographique en question. On a labellisé des tout petits écoquartiers, liés par exemple au tourisme, avec du logement léger, mais il faut qu'il y ait une interaction avec autre chose, faut qu'il y ait du sens et de la plus-value, sinon on ne va pas vous apporter de plus-value, c'est juste labelliser une opération immobilière. Les formations gratuites, c'est surtout nous en accompagnement en ingénierie avec le CEREMA. Et France Ville et Territoires Durables fait des ateliers un peu inspirationnels. Ils viennent une après-midi, une journée entière avec élus, techniciens pour essayer de façonner, donner les premières orientations de l'aménagement. En fait, s'agissant des formations, Florian, Ah oui, et sinon il y a la plateforme oui, ressources Écoquartier. ouais, a indiqué que chaque année, un plan national de formation écoquartier est mis en place et mis à jour, d'ailleurs, pour répondre aux besoins qui émergent des territoires. Et de fait, pour les mettre en œuvre, ces formations, on a un certain nombre de partenariats avec d'ailleurs le CNFPT, avec au niveau du ministère, le Centre de valorisation des ressources humaines et des compétences, les CVRH. Et puis, un certain nombre d'experts du monde scientifiques, académiques ou de retour d'expérience de territoire. Et donc, ces formations sont soit au niveau national, soit au niveau territorial, au plus proche de vous. Et en tout état de cause, il y a aussi des formations dématérialisées qui vous permettent de vous auto-former sur ces sujets. Donc, on essaye au maximum finalement de répondre à vos besoins, mais n'hésitez pas à nous demander effectivement les plans nationaux de formation des écoquartiers, on vous les diffusera avec plaisir. Le CEREMA, il y a une question sur le CEREMA qui va s'exprimer, mais c'est un accompagnement sur 3 ans en jour homme et pris sur fonds propres du ministère du CEREMA lui-même. Et sur les financements possibles, on est en train de travailler avec la Banque des Territoires, mais c'est priorité fonds friches, fonds verts, quand vous négociez avec la préfecture, et des prêts verts de la Banque des Territoires, parmi tout le magma d'aide qui peut exister. Monsieur Mais Bergeret, en quelques mots, votre question? Monsieur Michel Bergeret, je vois que vous avez levé la main si vous aviez une question en quelques mots rapidement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, oui, on vous entend. Voilà. Nous sommes une commune rurale. Nous avons un projet qui a déjà démarré puisqu'on en est au stade de l'appel d'offres avec le dépouillement qui aura lieu à la fin du mois. Et donc, est-ce que c'est trop tard pour participer dans la phase projet?
Alors, je peux peut-être répondre à cette question, Oui. Constance et Florian. Euh, Et donc, ce n'est pas trop tard, puisque l'éco-projet peut être finalement accompagné jusqu'à la phase de livraison du chantier. C'est-à-dire que même si votre opération commence à être autorisée, voire commence à être mise en œuvre, dès lors qu'il reste encore des marges de manœuvre pour le faire évoluer, si je puis dire, il peut y avoir besoin d'un accompagnement et ce peut être un éco-quartier, un éco-projet. Ensuite, vous avez tout à fait la possibilité de demander une labellisation en tant qu'écoquartier livré, même si vous n'avez pas été préalablement un éco-projet. Donc je pense que ça, c'est aussi important de le souligner. Euh, en, en tout état de cause, je pense que, bon, comme le cas est spécifique, le plus simple est que vous vous rapprochiez de la direction départementale des territoires de votre département et ils pourront vous renseigner sur la bonne étape. Merci. C'est vrai que Merci. j'ai pas précisé, mais la DDT reste la porte d'entrée essentielle pour la démarche écoquartier. L'État déconcentré a une mission qu'on valorise peut-être pas assez, mais c'est un État accompagnateur qui est là pour faciliter notre vie. Et ils ont des référents, en tout cas ils ont des formations écoquartier, ils connaissent le label, hein. Et c'est vraiment nos portes d'entrée aussi sur les territoires. Il y avait Merci. une toute dernière question avant qu'on passe à la partie témoignage. Sur le chat, Axel Ménard qui demande si la charte label Écoquartier signée en 2016 est toujours en vigueur ou si elle doit être actualisée, sachant qu'ils sont toujours à la phase d'élaboration du projet. Alors peut-être sous le contrôle de Colin qui connaît tout ça bien mieux que moi, la charte historique écoquartier a bien évidemment été mise à jour dans le contexte de rénovation et de modernisation de la démarche qui a été conduite sous l'impulsion de Florian Berco. Même si évidemment les fondamentaux étaient là, encore une fois, le contexte a singulièrement changé en faveur d'aménagement durable. Bon, néanmoins, il y a une forme de continuité qui est garantie pour ceux des territoires qui s'étaient engagés dans la démarche historiquement. L'ensemble des cas sont des trois. Je vous encourage à vous y référer pour savoir effectivement si vous pouvez conserver le bénéfice de ce qu'on appelle les anciens écoquartiers étape 1 pour poursuivre effectivement votre démarche dans le cheminement écoquartier. Mais bon, dans tous les cas, on vous encourage à vous faire connaître auprès de votre DDT de sorte de rentrer à nouveau dans la démarche en tant qu'éco-projet. Merci beaucoup pour cette réponse précise. Si notre collègue maire de Volonne, Sandrine Cossera, est là, je n'arrive pas à voir tous les participants. Donc, maire de Volonne, vice-présidente déléguée à la transition écologique et citoyenne de Provence-Alpes Agglomération, pour nous présenter la démarche qui a été la vôtre euh, à Volonne pour votre écoquartier. Oui, donc bonjour, bonjour à tous, cher Florian, chers collègues maires. L'écoquartier de Volonne, donc nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence et nous avons mené cette démarche dans un cadre de grande fragilité en fait du village en 2014 où nous perdions le statut de chef-lieu de canton, où nous avions le départ d'un médecin, fermeture de classe, fermeture d'une partie des services de la poste, fermeture de quelques commerces. Donc on était dans une situation compliquée pour clôturer le tout en réseau d'alerte. Donc, une situation compliquée sur laquelle nous avons décidé de réagir et de lancer finalement un grand programme d'aménagement de notre cœur de ville, en fait, de notre cœur de village. Donc, la particularité de notre écoquartier, c'est qu'on est en milieu rural. Donc, ce n'est pas que dans les grandes villes, effectivement, que nous pouvons faire des écoquartiers. Et qui plus est, pas sur un terrain qu'on allait aménager, mais on a réaménagé sur le village, sur le cœur de village. Donc, on avait la chance d'avoir une grande densité de bâtiments communaux dans ce cœur de village.
Et donc là, ça, vous avez, voilà. Donc, vous avez, vous voyez, c'est un village de 1700 habitants, hein, on n'est pas dans une grande commune. Mais on a voulu donc réaménager ce cœur de village, c'est-à-dire densifier. Donc la question de la sobriété foncière était vraiment au cœur de notre réflexion. Densifier en apportant des nouveaux services et notamment une maison de santé avec 11 cabinets, en créant 22 logements sociaux en cœur de village, en agrandissant la crèche hein, pour pouvoir accueillir plus de berceaux, en créant un local cantine plutôt que de louer un local. On a créé notre propre cantine pour les enfants avec 2 services pour limiter le nombre de mètres carrés à construire. La création d'un réseau de chaleur au bois, c'est-à-dire que tous les bâtiments communaux, on a supprimé tous les chauffages au fioul pour chauffer à la plaquette bois, une plaquette qui vient d'une commune de l'agglo. Donc, on est aussi en circuit court. Et d'ailleurs, quand on coupe des arbres à Volonne, dans le cadre de notre gestion par l'ONF, on a un contrat d'approvisionnement. Donc, on va vers ce fournisseur de plaquettes. Donc, l'idée, c'est aussi d'être dans ce circuit court. Et on a réaménagé tous les espaces publics. C'est-à-dire que, voilà, donc vous avez là le cœur de village et vous voyez un petit peu la densité des travaux qui ont été menés. Et qui ont permis de reprendre, c'est-à-dire tous les espaces que vous voyez dans l'enceinte de ce périmètre qui fait à peu près 4 hectares, sont des espaces qui ont été entièrement rénovés. Tous les espaces publics, toutes les rues, les chemins, les parkings, avec une approche de désimperméabilisation des sols, de revégétalisation. On est passé de 15% à 37% de canopée sur l'ensemble de ce cœur de village. Donc, on a planté beaucoup d'arbres. Partout où on a pu, on a un sol qui est devenu perméable avec soit du stabilisé, de la terre, des espaces enherbés. Et, ben, l'ensemble a permis aujourd'hui, donc le projet s'est déroulé entre la conception en 2014, on a été labellisé en étape 4, donc je crois que nous sommes le 15e écoquartier de France à avoir été labellisé en étape 4, c'est-à-dire en usage, en décembre 2022. Donc c'était au moment du renouvellement de la forme du label. Voilà, donc nous on est dans la première forme du label. Et l'ensemble donc de ces projets aujourd'hui ont permis de redynamiser le village, hein. On s'apprête à réouvrir une classe à l'école maternelle. Donc ça, c'est quand même pour moi un signal très fort de la redynamisation finalement à travers ce label. On est bien sûr maintenant dans une santé financière bien meilleure. La maison de santé, non seulement on est à 100% d'occupation, mais on a eu des demandes supplémentaires. Donc là, on va ouvrir cette année 9 cabinets supplémentaires. Donc on va passer à 20 cabinets. Donc c'est vrai, on a créé finalement une centralité dans un village qui était anciennement chef-lieu de canton, donc il y avait déjà une forme de centralité. Mais disons on a recouvré notre attractivité à travers ce type d'aménagement. Ça a été finalement une dynamique hein, qui a emmené aussi des évolutions, l'extinction nocturne de l'éclairage, voilà, pas mal de, de- d'approches sur la transition énergétique, hein. Donc, projet, on a aussi une centrale photovoltaïque citoyenne sur le toit. Et ça nous a permis aussi de développer, et d'ailleurs, on a eu le label de village de ville citoyenne, parce que toute cette démarche, on l'a fait en collaboration avec les habitants. Donc moi, je voulais donc et puis peut-être le dernier point, c'est que aussi en parallèle de ces travaux, on a vu qu'il y avait toute une démarche d'urbanisme favorable à la santé. Et du coup, finalement, c'est devenu presque un gros élément de notre projet de commune, ce qui est maintenant Volonne Village de pleine santé. C'est-à-dire qu'on
finalement, la dynamique suivante, en plus d'être territoire engagé pour la nature, c'est village de pleine santé. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui nous plaît beaucoup, qui nous emmène et qui fait qu'il y a des nouvelles initiatives au village qui voient le jour. Donc moi, je voulais témoigner, déjà vous remercier encore de faire un petit zoom sur ce petit village et témoigner pour moi de l'importance de ce référentiel écoquartier parce que pour nous, ça nous a permis finalement de nous évaluer. Et vous voyez que moi, j'aime beaucoup qu'on s'évalue. Territoire engagé pour la nature, territoire une COP d'avance, village citoyen. Ça nous fait progresser parce qu'en fait, quand on rentre dans ce type de démarche, en fait, on est finalement accompagné et confronté. Alors, déjà accompagné par toute une communauté de sachants qui connaissent bien les référentiels et qui nous conseillent. Mais en plus de ça, on côtoie des collègues qui rencontrent aussi parfois des difficultés et avec qui on peut échanger et s'encourager. Donc ça, c'est aussi un aspect qui me paraît absolument motivant. Et aussi, et c'est pas la moindre des choses puisqu'on était fragile d'un point de vue financier, le fait d'être labellisé, quelque part, ça nous a permis d'obtenir la confiance de la Banque des Territoires, puisque pour réaliser l'ensemble de ces travaux, donc on s'est associé à un bailleur social qui lui a apporté les 22 logements sociaux, donc environ à peu près 3 millions d'investissements. Et nous, ça a été quand même, sur la période dont je vous ai parlé, 4 millions d'euros d'investissement. Et il a fallu qu'on en emprunte une partie, 1,2 million. Et la Banque des Territoires a été à nos côtés pour donc faire ces 4 emprunts, encouragés, c'est sûr, par le fait que nous soyons dans une démarche labellisée. Voilà. On m'avait dit court, j'ai essayé de dire beaucoup de choses dans un temps assez court. J'espère que j'ai tenu l'engagement. Engagement parfaitement tenu, c'était très clair. Merci beaucoup. Ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, c'est qu'on retient que c'est une démarche qui est accessible à tous et qui peut s'apparenter également, finalement, à une démarche de revitalisation de Cœur Debout. Complètement. Et là où c'est intéressant, on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, voire dernières années, de que fait-on pour les collectivités qui n'ont pas forcément... pardon, on n'entend toujours pas. Que fait-on pour les collectivités qui n'ont pas forcément été retenues dans les différents labels tels que Petites Villes de demain? Finalement, avec l'écoquartier, il y a aussi une capacité à se réapproprier son centre-bourg de manière assez systémique, sans être obligé d'attendre d'être labellisé par un autre dispositif d'État. Donc, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. En un mot, vous pouvez nous rappeler depuis combien de temps la démarche a été initiée et vous disiez 4 millions d'euros en termes de financement pour la collectivité, enfin en termes de coûts pour la collectivité avec des financements obtenus, c'est ça? Oui. Alors, moi j'ai été élue en 2014, donc dès le début, en fait, ça faisait partie de mon projet. Je connaissais un petit peu, alors pas forcément l'aménagement durable, j'avais des notions. Je ne connaissais pas le label écoquartier. C'est notre DDT qui m'a proposé de le découvrir, puisqu'on avait, nous, sur le département, un des tout premiers écoquartiers qui est celui de Fort-Calquier. Donc, elle m'a conseillé d'aller le visiter et de comprendre quelle était la démarche. Et donc ensuite, très rapidement, en 2015, je crois on est rentré dans la démarche. On a fait la conception. Il y avait déjà eu des études d'urbanisme un petit peu sur la commune, donc on a pu s'appuyer dessus. On a densifié le projet, on s'est associé avec le bailleur social et finalement, on a inauguré en avril 2019, enfin oui, non, en juin 2019, l'écoquartier. Donc, la plupart des éléments étaient réalisés, hein, c'est-à-dire qu'il y avait la maison de santé, les 22 logements sociaux, le réseau de chaleur, l'extension de la crèche, la cantine, et puis l'aménagement d'une grande partie des espaces publics.
Ça, donc ça faisait 4 millions. Après, il y a eu encore 1 million de plus un peu plus tard parce on a continué à aménager. Donc, d'ailleurs, en accentuant encore la désimperméabilisation, donc sur tout la rue qui était derrière la mairie et toute la place de la mairie. Donc, c'était plutôt les réseaux. Il faut savoir qu'à chaque fois, on mettait bien sûr tous les réseaux à neuf, hein. Et là, je dirais, en fait, ça ne s'arrête jamais parce que, bon, on a fait ce gros morceau hein, qui nous a labellisés, mais aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique de construire et de rénover, d'aménager durablement. Et donc, maintenant, on va refaire les écoles avec EduRénov. On espère, bon, on n'a pas pu être, on n'était pas éligible à 1000 dojos, mais j'aimerais bien refaire le dojo aussi. Voilà, donc on recherche en permanence. Maintenant, on est bien en lien avec toute la communauté de l'aménagement durable et on recherche en permanence des dispositifs pour pouvoir continuer de moderniser et de transformer notre village. Et je dirais que maintenant, on est surtout dans une dynamique aussi d'animation, c'est-à-dire que on travaille beaucoup avec les écoles sur Cube École, sur savoir rouler à vélo, sur tout ce qui finalement est la poursuite finalement d'un aménagement durable et d'un engagement pour la nature à travers aussi des animations. Donc sur la santé et sur l'éducation, la forêt fait école, enfin tous ces dispositifs. Bah, merci beaucoup, c'est passionnant. Je vous propose de passer sans autre, sans autre transition, je m'excuse, à la deuxième présentation, celle de Paul Joly, adjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye, pardon, chargé du logement, de l'inclusion et de la cité de demain, qui doit nous présenter ce qu'ils ont fait à Bel-Air, quartier prioritaire de la ville. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Vous m'entendez bien? Je suis désolé, hein, je suis à Athènes, je viens d'arriver. Donc je suis à côté du mont Olympe. Donc l'écoquartier du Bel Air sur la démarche. Alors c'est une démarche qui a été initiée maintenant il y a à peu près 4 ou 5 ans. En partant effectivement sur l'ancienne formule de labellisation, puisqu'on était labellisé étape 3 avant d'arriver sur la labellisation étape 4 au mois de décembre, donc quartier vécu. Pour resituer la commune de Saint-Germain-en-Laye, c'est une commune urbaine à environ 17 km de Paris, donc c'est grande périphérie parisienne. C'est une commune avec un centre historique. C'est une commune d'environ 38 000 habitants qui a la particularité d'avoir beaucoup de jeunes sur la commune, à peu près 20 000 jeunes par jour sur la commune. Il y a un campus universitaire. Et c'est une commune qui est assez particulière, qui est séparée en deux quartiers, je dirais nord et sud, séparés par une nationale, la nationale 13 pour ceux qui connaissent, et avec au nord un quartier plutôt historique, c'est là où est né Louis XIV par exemple, et au sud des quartiers qui sont beaucoup plus, je dirais, plus récents, en tout cas des constructions, je dirais, des années 20 jusqu'à aujourd'hui. Et plus particulièrement sur ce quartier du Bel Air. C'est un quartier à Saint-Germain-en-Laye, bien qu'on ait un CSP important sur Saint-Germain-en-Laye, je pense qu'il faut le dire. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de précarité et de pauvreté. Et c'est un quartier qui a toujours été montré du doigt et dans lequel les habitants se sont plutôt et se sentent aussi montrés du doigt à chaque fois qu'il y a une difficulté, une insécurité, un problème qui se passe dans la ville. C'est toujours le quartier du Bel Air qui est un quartier à forte concentration de logements sociaux, mais historiquement. Alors, pour donner encore un élément, sur Saint-Germain-en-Laye, au titre de la loi SRU, nous sommes environ à 24%, ce qui veut dire qu'il y a des logements locatifs sociaux sur la ville, sur un nombre assez important et répartis sur l'ensemble de la ville. À l'exception de ce quartier du Bel Air, où effectivement il y a une concentration un peu plus importante, parce que historiquement, ça a été une des dernières ZUP d'Île-de-France de 1973, qui ensuite ont été arrêtées par le préfet Guichard. Dans ce quartier, l'idée au démarrage, ça a été un peu de remettre en avant, un petit peu redorer quelque part l'image de marque de ce quartier par rapport au reste de la ville, pour que ce ne soit pas considéré comme un quartier défavorisé, mais comme un quartier comme les autres quartiers, avec effectivement la volonté aussi d'éviter un petit peu les stigmates de quartiers difficiles vers lesquels on pourrait tendre compte tenu
des différentes incivilités et autres qu'on peut constater, pas que sur ce quartier, il y en a bien sûr partout aujourd'hui, mais voilà, plus concentré, dû je crois aussi à la culture, aux cultures différentes de ce quartier, etc. Et on l'a plutôt vu comme une force de différence, plutôt que comme une contrainte. Et donc, on a mis en place un projet sur les solidarités et le développement durable. Et vous allez voir pourquoi je viens à la démarche écoquartier, qui est très importante. On a mis en place ce projet qui est aller chercher les citoyens dans vraiment tout ce qu'ils ont de multiculturalité, multigénérationnalité, de travailler ensemble avec comme point de départ, si je suis bien chez moi, je serai bien dans l'espace collectif, et en travaillant énormément sur le logement et notamment le logement locatif social. Un bailleur social nous a mis un logement pédagogique à disposition et on a construit tout ce projet autour de ça avec des ambassadeurs du mieux vivre ensemble. Enfin, on travaille beaucoup sur cette solidarité et sur le fait de se réapproprier ces lieux de vie et particulièrement son premier lieu de vie qui est son domicile, puisque la ville, en fait, c'est qu'une juxtaposition de domicile quelque part. Et aujourd'hui, on a un retour très positif 4 ans après. Alors la démarche écoquartier, c'est quelque chose qui est arrivé pratiquement simultanément en se disant, mais cette démarche, elle est très intéressante parce qu'elle va chercher un certain nombre d'indicateurs, elle va chercher un certain nombre de points de réflexion qui sont essentiellement, enfin, en grande partie du bâti, mais pas que, parce qu'on va dans le domaine du développement durable et on voit bien qu'on parle de solidarité, d'inclusion. Et pour nous, et pour moi-même, c'était très important de regarder en détail cette démarche et plus particulièrement, je vous ai parlé de l'ancienne ZUP d'Île-de-France. Ce quartier, il fait 47 hectares, donc c'est un quartier qui est important, avec beaucoup de dispositifs. Il y a environ 1 millier de logements locatifs sociaux, c'est 80% du quartier. Et ce qui ressort de tout cela, c'est que la démarche finalement écoquartier nous a permis aussi, dans cette labellisation, d'embarquer l'ensemble de la population vers un plus. Et aujourd'hui, on ne parle plus de la ZUP du Bel Air, mais on parle de l'écoquartier du Bel Air. Vous ne pouvez pas vous imaginer pour les habitants ce que c'est. C'est vraiment très, très important. Et c'est une réappropriation du quartier. Et aujourd'hui, je dirais que presque les autres quartiers sont jaloux de ce qui se passe sur ce quartier, parce que on a évidemment plusieurs tiers-lieux. On a un logement pédagogique qui est interlieu, on a un jardin partagé dans le cadre de la démarche écoquartier. Une ancienne école a été détruite pour en faire un jardin partagé, pour un peu revégétaliser ce quartier. Aujourd'hui, dans le quartier de 47 hectares, on a 17 hectares d'espace vert. Donc, on travaille autour d'ateliers sur la biodiversité, par exemple, sur les éco-gestes, sur les écomobilités. Enfin, donc, et systématiquement, les habitants sont associés, bien sûr, à l'ensemble de ces démarches, mais non seulement ils sont associés, mais ils viennent s'associer à différents ateliers. Et pour vous citer un des premiers ateliers qui a été mis en place, ça va peut-être vous faire sourire, c'était Venez râler. Donc, tout le monde râlait, mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce que les gens ne râlent plus, dans ce quartier, en tout cas, qui était vraiment sensible. Et le dernier atelier qui est mis en place dans la cohorte des ateliers au profit de la population, c'est un atelier où on l'a appelé embarquement immédiat zéro carbone, où on demande, dans le cadre d'ailleurs d'un programme européen Food Club auquel j'ai participé également, où on a mis en place ces ateliers où les habitants de cultures différentes viennent exposer leur pays, leur culture au travers de la nourriture. Et je peux vous garantir que c'est à guichet fermé aujourd'hui. Et quand les gens vont dans la rue, on se retrouve dans le quartier, dans la rue, ils en parlent et chacun se parle. C'est-à-dire que les communautés se parlent. Et ça aussi, c'est très important. Et cette démarche écoquartier, elle nous donne une méthode, elle nous donne des supports. Il y a des techniciens qui sont là derrière et des experts qui peuvent nous orienter. Alors là, je vous parle que la démarche sur la partie inclusion, parce que je pense que c'est une partie qui est importante, qui est peut-être pas encore assez mis en exergue aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, cette démarche écoquartier, elle permet justement de se l'approprier et d'aller chercher ce dont on a aussi besoin pour réanimer, pour réactiver un quartier, comme on vient d'entendre tout à l'heure, sur la commune du sud de la France, de notre consoeur. Donc voilà le témoignage que je voulais apporter, moi, sur ce quartier, très précisément sur cette sphère de l'inclusion
et de la possibilité, grâce à cette démarche et grâce à l'encadrement et au suivi, hein, on est vraiment suivi, qui est fait, on a vraiment la capacité, la possibilité à asseoir nos démarches et même des démarches de solidarité. Et je pense même que dans des quartiers, je pense à des QPV ou des choses comme ça, on pourrait s'imprégner de ce type de démarches parce qu'elles sont essentielles et très importantes et ça revalorise aussi l'habitation. Et pour conclure, je dirais que je suis vraiment pour mettre de l'humain dans l'urbain et non créer de l'urbain pour l'humain. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage donc, qui nous montre aussi comment l'écoquartier peut se faire presque en renouvellement urbain et en tout cas le sens qu'il peut donner à des projets d'inclusion sociale. Euh, je fais écho à une des questions qui est posée dans le chat. Est-ce que vous pourriez nous faire connaître les obstacles que vous avez pu rencontrer dans cette démarche et les points de vigilance que vous souhaiteriez pouvoir partager avec nous pour en faire une réussite? Alors, les obstacles, ils apparaissent au fur et à mesure, effectivement, mais les premiers obstacles, j'ose peut-être le dire, les premiers obstacles rencontrés, c'est de faire comprendre qu'il faut travailler sur ces sujets-là en transversalité, et je parle là des services et des élus au sein de la commune. Je crois que la démarche Ecoquartier, elle oblige à travailler en transversalité avec l'ensemble des services et donc à faire comprendre l'objectif du projet peut-être porté par un service. Et ça, c'est très important. Au début, c'est ressenti comme un obstacle, mais finalement, la feuille de route qui est proposée permet d'aller chercher les uns et les autres et de les acculturer à cette démarche écoquartier et d'avoir cette transversalité qui va nous permettre justement de discuter ensemble et de porter un projet collectivement au sein d'une commune. Et quand je dis collectivement, c'est aussi bien au niveau des services qu'au niveau des élus. Et ça, c'est très important. Euh, c'est pas gagné. Parce que c'est pas gagné, parce qu'il se passe toujours des choses. Donc la deuxième difficulté, là, elle est plus sur le terrain, c'est dans ce qu'on a mis en place. Si vous voulez, on a mis quand même des choses en place. Par exemple, il faut que je vous le dise, on a mis des choses en place dans tout le nouveau locataire dans le logement locatif social. On a créé une charte d'engagement républicain. J'ai des droits, j'ai des devoirs quand je vais dans un logement locatif social. J'aime mon logement, je suis solidaire. On fait une cérémonie en mairie, qui est une cérémonie qui est aussi solennelle qu'une cérémonie de naturalisation. Combien de fois les habitants de ce quartier nous disent, mais nous, on n'est jamais allé en mairie, on ne nous a jamais proposé de nous dire cela. J'ai moins de difficultés, moi, derrière, puisque je m'occupe du logement social, j'ai moins de difficultés derrière dans les observations qui pourraient m'être faites aujourd'hui, parce que je rappelle cette charte. Et cette charte, c'est pas un engagement avec un lien de subordination avec le bailleur et son locataire, c'est la commune, c'est la citoyenneté et le citoyen, en fait. Et c'est ça qui est important. Les ambassadeurs du vivre ensemble, au début, qui sont mis aussi dans le cadre de ce projet-là, je donne un peu de temps, je donne un peu de compétences. On n'en avait pas beaucoup au début, aujourd'hui on en a beaucoup plus. Et ça pouvait être un obstacle et c'est apparu au fil du temps, il faut laisser le temps. Et je crois que, je saute un peu du coq à l'âne, je suis désolé, mais quand on est entre le quartier livré et le quartier vécu dans cette nouvelle démarche et qu'on dit il faut à peu près 2, 3 ans ou 4 ans de maturation, ben, cette maturation, elle est importante et justement, elle permet d'aller travailler avec les habitants sur ces sujets de la solidarité, de la diversité. Il faut aussi acculturer les habitants à la biodiversité, à la diversité. Et donc là-dessus, on a beaucoup là aussi, on fait beaucoup d'ateliers. Donc, les contraintes, elles existent. Elles arrivent petit à petit, mais on arrive à les franchir. Et là, encore une fois, la trame que vous donnez, l'approche que vous avez, et l'approche qui est quand même technique, même si derrière on a une approche solidaire, c'est une approche technique. Et ça, c'est des rails. C'est une vraie voie d'autoroute. Et il ne faut pas passer de chaque côté. À chaque fois que quelqu'un veut passer de l'autre côté, on le remet sur la bonne voie. Et ça, c'est important. Donc, oui, il peut y avoir des dérapages, mais du coup, on est très vigilant
sur les dérapages et on a des points de vigilance aujourd'hui, puisqu'on continue, nous, dans la démarche, et on continue à regarder les indicateurs année par année. Ce n'est pas parce qu'on est labellisé quartier vécu qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de continuer et en s'appropriant les indicateurs, peut-être de trouver nos propres indicateurs personnels à la ville, avec l'entité culturelle de la ville, historique de la ville, avec l'histoire. Ah ben voilà, je vais m'arrêter là. Je pourrais en parler longtemps. Merci beaucoup pour ce témoignage qui rappelle aussi toute la dimension humaine et l'humanité qui doit être sous-jacente à un projet d'écoquartier réussi. Je vous propose de céder la parole maintenant à Jean-Luc Degré, vice-président en charge des grands projets d'aménagement au sein de la métropole de Saint-Étienne et adjoint au maire de Saint-Chamond pour venir témoigner de l'écoquartier Novacière à Saint-Chamond. Très bien. Merci pour votre invitation. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord pour commencer? Ouais, c'est parfait. Bon, bah, très bien. Bah, bonjour à tous. Ravi d'intervenir pour mettre à l'honneur ce quartier de Nova Syrie. C'est une ambition de Saint-Étienne Métropole. C'est un projet phare en matière de reconversion de friches industrielles. Alors, si vous le permettez, quelques éléments de localisation. Saint-Chamond, c'est la deuxième commune de Saint-Étienne Métropole et du département de la Loire. C'est 35 000 habitants. C'est une ville qui s'est construite le long d'une rivière, le Gier, qui est un affluent du Rhône. Nous sommes à 12 kilomètres du centre-ville de Saint-Étienne et nous sommes à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Lyon. Donc, Saint-Chamond, c'est une ville entre deux grandes métropoles. C'est une vallée densément peuplée et qui porte un riche patrimoine industriel, un patrimoine industriel qui est né au 19e siècle. Et Nova Syrie en est bien sûr l'héritage parce que avant d'être une réussite, Nova Syrie, d'abord, c'est pour la ville de Saint-Chamond un drame économique et social. C'est un site industriel de 45 hectares. C'était un fleuron, je dis bien c'était un fleuron de l'activité métallurgique et de l'armement. Nova Syrie, c'était autrefois les aciéries de la marine, mais vous avez dû connaître aussi l'entreprise Creuse-Loire. Et puis Nova Syrie, ce fut dans les derniers temps Giat Industrie. Et au début des années 2000, eh bien, Giat Industrie quitte les lieux, regroupe son activité au nord du département de la Loire sur la commune de Roanne et laisse donc une grande partie du site en friche industrielle, avec des grandes halles qui sont des cathédrales industrielles, mais qui tombent en ruine, et puis d'énormes problématiques de pollution. Alors heureusement, ce site avait des atouts, comme vous pouvez le voir à l'écran. D'abord une proximité avec le centre-ville, parce que ce qui fait la particularité de Nova Syrie, c'est une friche industrielle, une usine qui a été construite au cœur de la ville, une proximité donc avec le centre-ville de Saint-Chamond, une proximité avec des infrastructures de transport, la 47 qui relie Saint-Étienne à Lyon, la proximité également d'une ligne ferroviaire. C'est la première ligne ferroviaire euh, de province en termes de fréquentation, hein, la ligne Saint-Étienne-Lyon. La proximité du parc naturel régional du Pilat qui offre des aménités intéressantes. Et puis une présence de l'activité industrielle parce que si l'entreprise Giat, en quittant les lieux, a laissé beaucoup de halles vides et à l'abandon. Il y a tout le temps eu sur Nova Syrie, sur le site Nova Syrie, une présence de l'industrie. Donc l'objectif, lorsque le projet a débuté il y a une quinzaine d'années, c'était bien de créer un quartier mixte et durable ouvert sur la ville. Alors, vous présentez rapidement les principales réalisations sur ce site de Nova Syrie, je rappelle, hein, 45 hectares. D'abord, ce qui fait sa particularité, peut-être avec les projets qui viennent de nous être présentés, c'est qu'on a affaire à un écoquartier industriel. C'est-à-dire que sur les 45 hectares que compte cet écoquartier, 25 sont encore dédiés à l'industrie, avec une présence très forte d'industriels locaux, surtout tournés vers la mécanique, de grands groupes industriels comme l'entreprise Linamar, hein, qui travaille pour les groupes automobiles. Et puis récemment, une société également qui travaille pour le textile de luxe souhaite s'implanter sur le site Nova Syrie parce que ce qui fait la particularité de la ville de Saint-Chamond, c'est qu'au moment de la révolution industrielle, il y avait bien sûr la sidérurgie, la mécanique, mais aussi le textile. Donc aujourd'hui, ce site de Nova Syrie, c'est plus de 1000 emplois qui ont été créés, donc ça c'est une grande réussite. À côté donc de l'activité économique, il y a une multiplication des usages. D'abord, ça a été la réalisation d'un grand parc de 5 hectares
qui est une liaison piétonne entre la partie nord et sud de la ville, un espace donc ouvert au public. Et puis la restructuration de grandes halles, on avait tout à l'heure à l'écran, je ne sais pas si on peut remettre les images, on voyait donc ces grandes halles construites en structure métallique qui sont aujourd'hui réhabilitées pour devenir des pôles de vie et de loisirs. Et notamment une halle qui est la halle emblématique, qui est très très proche du centre-ville, qui est devenu aujourd'hui un espace donc de vie et de loisirs, comme je vous le disais, avec la création d'un cinéma, 6 salles de cinéma, des surfaces commerciales, mais ainsi des offres de restauration. En ce qui concerne les logements, à proprement parler, dans une première partie, le site Nova Syrie n'était pas forcément axé logement, ce qui nous a permis en fait de réfléchir et de faire évoluer le périmètre de l'écoquartier et de l'ouvrir sur la ville et notamment sur le bâti ancien, voilà, qui est juste à proximité. Voilà, vous avez quelques images qui vous montrent ce qui a été réalisé. Alors, à la fois le parc urbain, avec une mise en lumière. On a eu d'ailleurs plusieurs prix pour ces mises en lumière. Sur les diapos précédentes, on pouvait voir également aussi, voilà, la création des espaces de lieux et de vie pour rendre les choses très concrètes, hein. Alors, on voit bien l'architecture de ces halles, la création d'un skatepark, le parc urbain de 5 hectares qui est devenu un lieu de vie avec des animations régulières tout au long de l'année. Je voulais revenir sur la notion de logement puisque le périmètre de l'écoquartier a évolué et aujourd'hui il s'ouvre sur le bâti ancien qui est en face de Nova Syrie et le projet qui est imaginé dans l'avenir, puisque c'est un écoquartier qui est encore en construction, c'est la création de logements neufs, de logements performants, mais c'est également aussi la réhabilitation du bâti ancien. Et donc sur ce périmètre-là, on a plusieurs dispositifs, notamment les OPA RU, le dispositif ORI, opération de rénovation immobilière. Et puis, il y a des dimensions culturelles également. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ouverture d'un cinéma, mais dans les prochains mois, sur une des halles emblématiques que l'on voit d'ailleurs à l'écran, c'est celle qui se situe en haut à gauche, voilà, sur cette image, c'est la halle 07. Eh bien, c'est un musée des arts urbains et du street art qui va ouvrir ses portes. C'est le MOSA aujourd'hui qui a 2 sites, un en Moselle et un autre en Alsace à Neuf-Brisach. C'est un musée qui invite les artistes à intervenir et à réveiller les patrimoines qui sont endormis autour du street art et des arts urbains. Voilà, donc on voulait donner une dimension culturelle aussi à ce quartier de Nova Syrie. Je n'ai pas parlé de la dimension environnementale. Un effort de solarisation également entrepris par la métropole, puisqu'on a de grands bâtiments industriels encore que l'on peut solariser. Un travail sur la biodiversité avec la création de ce parc. Et puis surtout, une gestion très intelligente des terres polluées. Nous sommes sur un ancien site industriel bon, qui a fonctionné depuis le 19e siècle. Et une plateforme de traitement des déchets a été installée sur Nova Syrie. Voilà, alors pour conclure et pour répondre un petit peu à la problématique de votre après-midi et pour m'adresser à l'ensemble des élus, si vous avez l'ambition de créer dans votre commune un écoquartier, j'ai envie de dire soyez ambitieux. Soyez ambitieux parce que c'est l'effet d'entraînement qui attire aussi les investisseurs. C'est vrai qu'il y a eu un financement important de la part de la métropole, mais on a pu attirer également aussi des investissements de la région, de l'ADEME, de l'Union européenne, parce que c'était un projet ambitieux, sans oublier la dimension privée, puisque la Halle 01, là où s'est construit le cinéma, eh bien, c'est un promoteur hein, nationalement connu, l'investisseur, le promoteur Duval, qui a injecté 17 millions d'euros sur la Halle 01 pour la transformer. Insister également sur la nécessité d'avoir une gouvernance bien établie, très claire, entre la ville, la métropole, et puis la création d'une SPL qui s'appelle Cap Métropole, un petit peu le bras armé de la métropole en termes d'aménagement. Et d'ailleurs, on travaille en étroite relation avec son directeur Joseph Perreton, qui est juste à proximité de moi là, et qui m'écoute, qui nous écoute, pour vous dire que voilà, c'est très important aussi d'avoir cette dimension, sachant qu'on peut aussi compter sur la région stéphanoise sur un établissement public qui s'appelle l'EPORA et qui a donc la charge souvent de porter ces projets dans le temps long parce que ces projets dépassent souvent les mandats électoraux,
Hein, Nova Syrie, c'est 3 équipes municipales. Donc, il y a bien sûr ce côté-là à prendre en compte où chaque équipe apporte sa touche. Et puis, il y a aussi la nécessité de rendre concret aux habitants ce projet parce que dans un premier temps, on est sur le plan guide, on est sur des intentions, mais tout au long de la démarche, il est très très important d'associer la population. Et c'est tout simple, mais par exemple, la concertation sur le site Nova Syrie, dans un premier temps, ça s'est concrétisé par comment on appelle ce nouveau quartier. Parce que pour les habitants de Saint-Chamond, c'était Creuse-Loire, Giat Industrie. Et c'est à travers une consultation populaire que le mot Nova Syrie a été inventé. L'ouverture d'une maison des projets. Et puis, dès qu'il est possible de rendre concret les choses aux habitants, il y a la nécessité, à travers des balades urbaines, des lieux d'expression, se donner à voir, faire adhérer, qui est essentiel pour réaliser un écoquartier. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage passionnant. On le voit hein, à travers les trois témoignages, on a vraiment une diversité de réalités qui est très importante, que ce soit de la requalification du patrimoine industriel, comme vous le disiez à l'instant. Vous avez mis en avant la dimension culturelle qu'on voyait pas forcément dans les autres projets. Donc, à chaque fois, finalement, à travers le projet d'un écoquartier, eh bien, finalement, on verse directement dans le projet de ville, voire dans le projet de revitalisation de la ville. Et à ce titre, on voit que ce sont des projets assez pertinents et plutôt qui permettent de voir les choses dans leur globalité. Vous disiez que vous l'aviez articulé avec d'autres dispositifs d'État tels que l'ANRU. Vous pourriez en citer d'autres encore ou pas? Oui, alors l'ANRU pour la partie nord, effectivement, puisque la partie nord, j'ai oublié de le préciser, est classée en QPV, quartier politique de la ville. Donc il y a eu ce dispositif-là. On a travaillé également aussi avec l'État, avec l'ADEME, c'est ça, hein, sur la notion, tout ce qui est gestion en fait des terres, de tout ce qui est dépollution. Voilà, donc les dispositifs et un accompagnement de l'État dès le début du projet. Merci beaucoup. Ça nous fait une transition toute trouvée avec la présentation qui vient. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage très riche. Transition vers le CEREMA, l'accompagnement en ingénierie sur mesure que propose le CEREMA. Je vous laisse tout de suite la parole. J'en profite pour m'excuser. En fait, on a un souci technique du côté de l'AMF. On ne parvient plus à partager le document, donc pour l'instant, c'est moi qui le partage. J'espère que vous arrivez à le lire dans de bonnes conditions. Je vous laisse Bonjour. la parole pour le CEREMA. Merci. Oui, merci beaucoup pour le partage d'écran. Est-ce que c'est possible peut-être de le mettre en plein écran si vous y arrivez? Et sinon, c'est pas très grave, on arrive à peu près à voir. Donc bonjour, moi je m'excuse, vous ne me voyez pas, j'ai un souci avec ma caméra depuis quelques jours, mais je vous entends bien. J'espère que c'est également votre cas. Donc je me présente, je m'appelle Anne Vial et je suis directrice de projet aménagement au CEREMA. Et avec une autre collègue, nous pilotons la démarche écoquartier au CEREMA et plus spécifiquement cette offre d'accompagnement. Donc au CEREMA, je suppose que tout le monde nous connaît, mais on est au plus près des territoires avec le renouvellement de notre gouvernance et de la manière dont on travaille avec les collectivités. Donc on est ravis de pouvoir vous présenter cette offre au niveau de l'AMF. Et en même temps, on est également au plus près des démarches et des politiques de l'État, et notamment la démarche écoquartier qu'on accompagne et qu'on suit depuis son origine, et donc sur laquelle on a des rôles un petit peu diversifiés. On travaille sur les expertises de certains projets, certains que vous avez vus aujourd'hui notamment, sur des questions de formation, sur le sujet de l'évaluation et de la mise en place des référentiels. Voilà, donc on a pas mal de casquettes, mais l'objectif aujourd'hui, il est vraiment de faire un focus sur cette offre d'accompagnement qu'on a mise en place dans le cadre du renouvellement de la démarche qui a été présentée tout à l'heure par Florian Berco et Jean-Baptiste Butelaine. Et dans ce cadre-là, nous, on a bien vu qu'on avait nécessité justement de bien enclencher les choses au démarrage
et que c'est dans ces phases amont que tout se joue. Ça a été un petit peu dit par les différents porteurs de projets sur les retours d'expérience. Vous avez vu le résultat de ce qui a été fait. On a parlé du temps long, on a parlé des différentes modalités en termes d'ingénierie, mais aussi en termes de financement. Mais tout ça, ça s'articule évidemment avec une forte volonté politique et à inscrire le projet dans les bons rails et avec vraiment un déploiement de ces différentes ambitions qui ont été évoquées en amont. Donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a imaginé cette offre et cette offre elle est en fait une expertise en ingénierie du CEREMA qu'on déploie pendant 3 ans. Donc 3 ans c'est à la fois long et court, c'est-à-dire que c'est pas une expertise qui est flash, mais c'est une expertise qui s'inscrit sur la durée avec un cadrage d'environ 12 jours par an, mais ça évidemment c'est à chaque fois en fonction de vos besoins et en fonction de ce qu'on discute en amont. On voit aussi sur cette diapo un petit peu générale, puis je vais revenir un petit peu après sur le soutien en ingénierie sur mesure, qui est un peu un élément important pour le CEREMA, puisque nous, on a une répartition territoriale qui nous permet, comme vous pouvez le voir sur la carte à gauche, de pouvoir accompagner une diversité de projets sur des territoires très différents sur lesquels on a des implantations territoriales avec des collègues qui vont être au plus près de ces projets, qui connaissent le territoire, qui ont d'autres formes d'accompagnement. Et puis, on a un financement. Ça a été aussi dit rapidement tout à l'heure par Florian Berco en répondant à une question. Le financement, il est pris en charge pour grosse partie par le CEREMA et par la DGAN, par le ministère. Et il vous reste un reste à charge pour la collectivité de 7 200 € hors taxe. Tous ces éléments, on vous les met en lien par rapport à la plateforme et notamment par rapport à l'appel à candidature qui est ouvert, puisque ce que vous voyez à gauche, ce sont les accompagnements qui sont en cours depuis 2022 pour certains, pour les plus foncés, et les pastilles jaunes, c'est ceux qui sont en cours depuis 2023. Donc en fait, quand on lance un appel à candidature, on sélectionne des lauréats qu'on va accompagner pendant 3 ans. Et donc là, on en est à notre 3e appel à candidature. Et du coup, on va avoir certains qui sont au bout de l'accompagnement, les 2022, et puis d'autres qui sont au démarrage, qui vont arriver. Et donc, en fait, on va être, aujourd'hui, on a 29 candidats qui sont lauréats, qui sont accompagnés. Et cette année, on va en avoir 45, enfin 44. Et donc, voilà, ça va se poursuivre. Peut-être vous dire, toujours sur cette diapo, que toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur la plateforme Écoquartier pour cet appel à candidature et qu'on a trois éléments en fait, qui vous sont demandés pour votre candidature, qui sont pour une part un courrier qui nous montre en fait vos besoins en accompagnement. Un courrier aussi qui nous montre en fait votre engagement financier, même si ce n'est pas encore passé en délibération et votre conseil municipal, puisqu'il faut que vous soyez retenu. Mais en tout cas, un accord de principe. Et puis un avis en fait des services déconcentrés. On vous l'a dit aussi, les services déconcentrés et notamment les DDT, ce sont vos interlocuteurs privilégiés. Et nous, on a besoin d'avoir leur avis sur ce qu'ils connaissent mieux du projet et en tout cas de la collectivité, de ses intentions par rapport au territoire pour qu'on sache enfin, si on a un avis plutôt favorable et en quoi le projet s'inscrit dans les questions de politique publique. Je veux bien passer à la diapo suivante pour vous détailler un tout petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cet accompagnement. Déjà, vous rappeler, comme ça a été dit également, qu'on est sur des milieux, des projets qui sont dans des contextes très différents, à l'image de ce qui se fait sur les écoquartiers. On a des projets qui sont en milieu très rural, d'autres très urbains, d'autres qui sont en renouvellement urbain. L'objectif est vraiment que vous puissiez concevoir des opérations diversifiées et on se situe plutôt en phase amont. L'idée étant, comme je l'ai dit, qu'on puisse inscrire des engagements avec vous dans leur traduction concrète jusqu'à la labellisation. L'idée, c'est ne pas, on ne vous garantit pas
une labellisation à travers notre accompagnement, mais en tout cas, on fait en sorte de vous inscrire dans ces objectifs-là. Et puis, on est encore dans une phase où on a des marges de manœuvre sur certains projets pour que ce ne soit pas trop avancé et pour qu'on puisse encore en discuter avec vous, voir les choix qui sont faits, voir les sélections qui peuvent être faites de toutes les ressources qui vont pouvoir vous accompagner. Même si, en fait, dans nos 29 projets, on en a certains qui sont un peu plus avancés, qui sont en phase un peu moins amont, notamment Cournon d'Auvergne, par exemple, ou Cessinet, où on a là, pour le coup, des accompagnements qui peuvent être plus thématiques ou plus axés sur certains volets, notamment les sujets évaluation. On a également des typologies de sites, comme j'ai dit, très diversifiées. Alors évidemment, le sujet des friches, comme celui de Novacieri, le sujet de renouvellement de centre-bourg, la question de la rénovation urbaine et puis des dents creuses, avec à chaque fois quelque chose qui soit très justifié s'il s'agit évidemment de dents creuses par rapport au sujet du ZAN. La mobilisation de notre expertise, elle est à l'image du CEREMA et de tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire la prise en compte des besoins locaux à travers vos différentes études. Le sujet du périmètre aussi, qui n'est pas noté là, mais souvent qui fait partie de nos grandes discussions au démarrage de vos projets, à bien cadrer les besoins, savoir où vous en êtes, quel périmètre de projet vous avez, et ce périmètre pouvant évidemment évoluer en fonction des discussions qu'il va y avoir. Et puis, en fonction de nos experts, il peut y avoir des accompagnements qui peuvent être plus ou moins thématiques, notamment le sujet de la participation citoyenne qui a été évoqué depuis le démarrage. C'est un de nos axes, mais on a évidemment d'autres sujets de prédilection. L'objectif étant d'être sur un accompagnement transversal, hein, ça a été dit aussi dans ce qui a été présenté jusqu'à présent, et d'être dans une vision systémique hein, d'un accompagnement avec, il peut y avoir une orientation thématique, mais l'objet n'étant pas un accompagnement uniquement thématisé. On est évidemment en lien avec les services déconcentrés, je l'ai dit, en amont, mais après, pendant cet accompagnement également. Et on est aussi en lien avec les services déconcentrés avec vous par rapport à la signature d'une convention spécifique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé de vous accompagner, on a un jury qui se tiendra au mois de juin pour l'appel à candidature en cours. Et une fois que ce jury a été fait, on va pouvoir discuter avec vous et avec le service, avec la DDT pour mettre tout ça par écrit dans le cadre d'une convention locale qui vous engage et qui nous engage aussi à cet accompagnement et qui détaille la réponse aux besoins. Au niveau des outils et de la méthodologie, on vous a mis comme illustration l'utilisation du jeu écoquartier. On a évidemment beaucoup d'autres aspects, en fait, mais comme on est souvent dans les accompagnements amont, il n'y a pas forcément autant d'images de réalisation que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Mais là, c'est pour vous montrer l'utilisation de ce jeu écoquartier qui a été développé par le ministère et dont on s'est servi déjà à plusieurs moments, notamment dans le cadre d'un atelier collectif qu'on a organisé avec les différents éco-projets qui sont accompagnés ou qui ont une volonté d'être accompagnés, qu'on a organisé juste après la remise des labels au mois de décembre. Et on l'a utilisé aussi sur un des accompagnements qu'on a à Planquette en Bretagne, en différentes phases avec la population, les élus locaux, et ça a été très riche d'enseignements puisque ça permet ce jeu-là aussi d'accompagner pour savoir un petit peu vers où on veut aller, c'est quoi nos ambitions, en lien justement avec ce référentiel et le guide de l'aménagement durable qui vous a été présenté. Et puis la dernière diapo, et je pourrais évidemment répondre à vos questions, elle était pour vous donner un exemple un petit peu plus précis. Si vous pouvez juste avancer un tout petit peu. Voilà, super. Merci. C'est un accompagnement qui est en cours par nos collègues au CEREMA Île-de-France sur une petite collectivité, donc à Breuillet. Là, vous pouvez voir les différents objectifs et puis l'appui qui est proposé et qui est en cours depuis la fin 2022. C'est un accompagnement qui a permis voilà, de se dire un peu jusqu'où on va, évidemment, sur ce projet-là. Qu'est-ce que c'est les grandes ambitions et auxquelles on veut répondre, et puis finalement de mettre les choses en place petit à petit,
Donc, un des premiers sujets, il a été un gros sujet sur le sujet de la mobilité, mais en fait, évidemment, il y a d'autres sujets qui apparaissent petit à petit. C'est pour ça que quand on identifie les besoins avec vous et quand on formalise tout ça dans une convention, on a évidemment après des marges de manœuvre pour en discuter pendant les 3 ans parce que les choses peuvent évoluer. Et aujourd'hui, on en est sur l'analyse en fait et l'aide, l'accompagnement en fait à la ville de Breuillet sur la sélection de candidatures avec des missions d'AMO sur ce projet, puisque nous, on a un accompagnement sur le temps long, mais on n'a pas un accompagnement qui est celui d'un AMO qui pourrait, pour certains cas, vous accompagner selon l'ingénierie que vous avez dans vos collectivités. Le temps du projet, c'est un peu, voilà, c'est quelque chose qui est important. On en a parlé depuis tout à l'heure. Et évidemment, on va avoir différentes phases et on va avoir des moments où l'accompagnement, il va être comment on peut dire ça, il va être plus intense. Et à d'autres moments, on va avoir plus de pauses parce que la collectivité a plus besoin, hein, voilà, de se ressaisir de ses engagements et en fonction avec qui elle travaille, on va avoir différentes phases en fait dans notre accompagnement. Voilà, c'était pour vous présenter très rapidement notre accompagnement. Je ne sais pas du tout si j'ai respecté le timing et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et surtout, on espère que parmi toutes les personnes qui sont connectées, on aura d'autres candidats puisque jusqu'au 19 avril, c'est ouvert et on est à votre disposition au CEREMA pour répondre à vos questions sur cet appel à candidature. Merci beaucoup. Je vous propose d'abord de laisser la parole à la Banque des Territoires pour faire sa présentation et puis on prendra des questions communes pour l'une ou l'autre des deux structures. Je vous laisse la parole, Madame Lins. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Céline Lins. Je travaille au service d'ingénierie territoriale de la Banque des Territoires et j'ai en charge en fait la mise en place du partenariat dans le cadre signé dans le cadre du programme Écoquartier avec la Banque des Territoires. Alors pour ce qui nous concerne, c'est un partenariat plus récent hein, que pour le CEREMA, puisqu'on a démarré en fin d'année dernière notre collaboration. En fait, c'est intervenu de manière concomitante avec la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique sur 4 ans du côté de la Banque des Territoires, sur lequel nous avons axé en fait nos interventions sur 2 thématiques, la transformation écologique et la cohésion sociale. Évidemment, le programme Écoquartier, il répond en tout point à ces enjeux-là et par ces nouvelles façons en fait, de concevoir, construire et gérer la ville, nous souhaitions pouvoir participer à cette aventure. Et donc, nous avons créé une sorte de process d'accompagnement que je vais vous présenter en 3 minutes. On va faire très rapide. J'ai pas de slide, mais je vous donne un peu l'esprit de ce programme et comment nous envisageons d'accompagner les projets. En fait, on est présent par l'intermédiaire de nos directions régionales sur tout le territoire français. Et à cette occasion, on a voulu néanmoins créer une sorte de guichet, de canal de préinstruction avec une équipe dédiée pour analyser l'ensemble des projets labellisés Écoquartier qui pourraient être accompagnés par nos outils et produits d'intervention classiques qui sont le prêt et l'investissement, puisque nous sommes un établissement financier hein, et nous accompagnons les collectivités territoriales à ce titre, et ponctuellement aussi pouvoir accompagner les projets par des crédits d'ingénierie dont nous disposons sur nos fonds propres et qui nous permettent aussi d'appuyer et d'accompagner les projets, pas exclusivement ceux que nous finançons d'ailleurs, mais des projets qui pourraient rencontrer clairement les thématiques sur lesquelles nous souhaitons intervenir. Donc, dans ce cadre-là, les projets portés, que vous auriez amené à porter, à candidater pour les écoquartiers pourraient être regardés par notre équipe, voir si nous pourrions envisager des accompagnements qui correspondent à notre doctrine d'intervention, donc en prêt et en fonds propres. Principalement, si je rentre dans le détail des axes sur lesquels nous intervenons, principalement liés à des enjeux de sobriété foncière et d'aménagement durable, donc beaucoup de choses qui rentrent dedans, d'adaptation aussi au changement climatique. Et je pourrais donner un peu plus de détails peut-être dans les questions que vous pourriez vous poser. Voilà, je pense je vais arrêter là et puis je vais laisser un peu de temps pour que vous puissiez poser vos questions. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de questions dans le chat, mais je ne sais pas si parmi les participants aujourd'hui, vous avez
des questions, soit pour le CEREMA, soit pour la Banque des Territoires, pour aller préciser ces niveaux d'intervention de l'une ou de l'autre des deux structures. Je partage le commentaire qui a été fait de dire une réponse pour le 19 avril, c'est un peu juste quand on n'a pas commencé à démarrer son dossier de candidature. C'est vrai. Cela étant dit, bah, on a aussi la possibilité de pouvoir se renseigner sur le dossier de candidature et de le préparer pour les labellisations futures. A priori, on est quand même sur un dispositif qui a vocation à durer dans le temps, rassurez-moi, au niveau du CEREMA. Alors, on n'entend toujours pas, je m'en excuse. Alors, je me permets, il y a une question pour la Banque des Territoires où on me demande si la porte d'entrée est donc la direction régionale. Non, la porte d'entrée, c'est moi. À ce stade, on fait une préinstruction. Donc, moi, je travaille au siège, au service d'ingénierie territoriale. Vous pouvez évidemment évoquer le sujet avec vos interlocuteurs habituels si vous avez déjà des discussions avec les équipes en direction régionale. Et l'idée dans ces cas-là, c'est soit, si vous n'avez pas de contact, de vous adresser directement euh, au service déconcentré avec lesquels vous préparez les dossiers qui remonteront vers nous, côté Banque des Territoires, donc vers moi directement. Soit si vous avez déjà des contacts avec les interlocuteurs en direction régionale, rien ne vous empêche de les questionner sur le sujet, ils relayeront l'information et me la retransmettront. Mais l'idée, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un canal direct avec les services déconcentrés qui suivent l'accompagnement du projet et qui feront le relais pour nous transmettre les éléments. Si je comprends bien, et pour apporter une réponse pratico-pratique, quand on démarre un projet d'écoquartier, le premier interlocuteur, c'est la DDT qui sera en capacité de nous réorienter vers les interlocuteurs du CEREMA, de la Banque des Territoires ou d'autres. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres Peut-être, questions? Oui. je peux juste compléter la réponse qu'a fait Florian Berco. En effet, c'est vraiment la DDT, l'interlocuteur. Après, il peut y avoir, pour certains projets, des contacts déjà privilégiés avec certains des interlocuteurs, que ce soit côté Banque des Territoires, CEREMA ou les autres acteurs qui ont été Exactement. mentionnés. Et à ce compte-là, derrière, ça peut permettre, en tout cas, nous, c'est aussi comme ça qu'on qu'on communique auprès notamment de nos adhérents, de dire qu'il y a des possibilités d'accompagnement. Donc en fait, on va dire que ça peut se faire dans n'importe quel sens. Ça recoupe toujours. Bah écoutez, je vais pas être très longue dans ma conclusion vu qu'on m'entend très mal, mais je vous remercie très sincèrement pour l'ensemble de vos témoignages et de vos explications. Je vais laisser le mot de la conclusion à notre président de la commission Éco-Quartier et je remercie chacun des participants à ce webinaire. Merci à tous et Florian, je te cède la parole pour le mot mais de la fin. merci. Je voulais vraiment remercier effectivement l'AMF de m'avoir laissé l'opportunité d'exposer cette démarche écoquartier, vous dire qu'elle est à la main des élus locaux, même si évidemment c'est une démarche d'État, mais elle est faite pour nous. Je crois que l'État a compris que il devait être dans une logique d'accompagnement de la transformation de nos territoires et que c'était bien aux élus locaux de la piloter. Et donc, je crois que c'est une belle opportunité de transformation de ce label. En tout cas, vous avez bien vu le travail qu'on a mené depuis toutes ces années pour le rendre opérationnel en ingénierie, en financement. Vous dire que c'est tout un réseau. Donc, finalement, l'apport d'entrée principal, c'est la DDT, mais peu importe. Vous allez voir France Ville Durable, vous allez voir maintenant l'AMF, les ministères, etc., la Banque des Territoires. Ils vous redirigeront vers les bonnes personnes. Mais voilà, maintenant, vous allez, j'espère, faire partie de la grande famille des écoquartiers et vous avez toutes les informations en main. On se tient à votre disposition et voilà, n'hésitez pas, on est pleinement à votre disposition et j'aurai plaisir à, euh, à répondre à vos questions à d'autres moments de la vie des élus. Et je remercie tous les collègues qui ont témoigné, des très beaux témoignages de toutes les tailles. C'est toujours un plaisir de les entendre et de voir leur projet évoluer comme Volonne. Je vois qu'elle a encore des idées supplémentaires. C'est assez extraordinaire d'avoir des élus aussi engagés. Donc, bravo à tous et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, l'enregistrement sera disponible ainsi que les présentations qui ont été faites.
Merci à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à recontacter l'AMF pour la transmission de l'enregistrement. Merci à vous. Merci Merci à beaucoup. tous. Au Merci. revoir. Merci beaucoup.